Avant de vous intéresser à l'histoire du spiritisme, est-ce que vous avez dû vous-même faire parler les tables tournantes? Non, pas nécessairement. Je vous avoue d'ailleurs que je n'ai jamais fait d'expérience proprement dite. J'ai étudié surtout le phénomène en tant qu'historien. Et ce phénomène, où a-t-il commencé? Ce phénomène est un phénomène spécifiquement américain, Ah, car il a commencé précisément en décembre 1847 dans un petit village près de Rochester, dans le nord de l'État de New York, à Eddsville, dans une maison qui d'ailleurs existe encore et qui a été transportée en avril 1917 à Lilydale et c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les spirites du monde entier. est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on y a vu des fantômes? Oui, c'est une famille Fox qui habitait cette maison et qui était composée du père et de la mère et des deux derniers enfants de la famille qui s'appelaient Marguerite et Catherine. Et en décembre 1947, ces jeunes filles, en se mettant au lit, entendaient des bruits dans la maison, des bruits sur les murs, ainsi de suite, dans les murs plutôt. Et au bout de 4 mois, Mme Fox eut l'idée d'interroger qui pouvait causer ces bruits, ces sons. Au moyen de Et, table? au moyen de table, c'est ça. Là. Est-ce qu'elle a obtenu des réponses? Oui, au bout d'un certain temps. Et la réponse était celle-ci, que l'esprit qui agitait les meubles de cette maison était l'esprit d'un colporteur qui avait été tué, qui avait été assassiné dans cette maison 4 ans auparavant. Ah, bon. Hein? Mhm. Et est-ce que le spiritisme est un fait social assez important pour que les historiens le notent? Oui, c'est un phénomène assez récent puisqu'il est à peine séculaire. Mais il est encore très important puisqu'il y a de par le monde, d'après les statistiques dressées par un grand savant français, Charles Richet, dans son traité de métapsychique, environ 3 à 4 millions de spirites. Et tout ça a pris naissance en Amérique, et puis a émigré, ni plus ni moins, en Europe. C'est ça, voyez-vous. En 1853, le phénomène traverse l'Atlantique, émigre en Angleterre, puis en Allemagne, enfin en Hollande et en dernier lieu en France. Est-ce qu'il y a de grands personnages de l'histoire de France qui s'y sont Oui, intéressés? il y a des écrivains très connus, comme par exemple Michelet, Baudelaire, un peintre comme Delacroix, n'est-ce pas, dont on célèbre le centenaire de la mort cette année, et puis Frédéric Ozanam, et d'autres qui ont été impressionnés, influencés par le spiritisme. Lorsque Et vous avez présenté votre thèse à la Sorbonne, je pense que vous avez eu un auditeur intéressé en la personne d'Henri de Monterland. c'est Pourquoi? précisément parce qu'Henri de Monterland se trouve l'arrière-petit-fils de Henri de Courcy, qui a vécu à New York de 1845 à 1856 comme agent commercial de la fameuse compagnie des glaces de Saint-Gobain, fondée par Colbert. Et Henri de Courcy, dans ses loisirs, s'occupait d'histoire religieuse. Et c'est lui qui a écrit la première histoire du catholicisme américain. C'est ainsi que j'ai été amené à faire ma thèse de Sorbonne sur cet historien. Et en même temps, il s'est occupé beaucoup de spiritisme. Il a rendu visite à la famille Fox elle-même, et en particulier à l'aînée des filles Fox, qui s'appelait, en 1853, Mme Brown. Mhm. Et il a adressé aux médiums une cinquantaine de réponses, une cinquantaine de questions, pardon, touchant sa propre famille et touchant des événements qui étaient totalement inconnus en Amérique. Et toutes les réponses furent parfaites, furent authentiques, furent véridiques. De sorte que même si vous ne faites pas de spiritisme, vous ajoutez foi quand même au Oui, spiritisme. d'une certaine façon, oui. Mm. Évidemment, le spiritisme consiste très souvent en phénomène purement musculaire, physique, si vous voulez, mais je crois qu'il y a aussi, dans certains cas, une influence préternaturelle.
Bon. Là, maintenant, je ne me prononce pas sur cette influence-là. Je ne vais pas aller plus loin. Au Canada, est-ce qu'il y a eu du spiritisme? Oui, précisément en 52-53, à Montréal. Oui. Il y a eu une très grande vogue, à tel point que l'évêque de Montréal, qui était alors Monseigneur Bourget, s'en est ému. Oui. Et il a obtenu des renseignements sur la question, précisément de Henri de Courcy, par l'intermédiaire d'un historien montréalais qui s'appelait Jacques Vigée. Et Monseigneur Bourget a écrit un mandement publié à la veille du jour de l'an de 54, un mandement qui est resté célèbre et qui, d'après l'expression de Jacques Vigée, une expression que j'ai trouvée dans une lettre de Jacques Vigée à son ami québécois Barthélemy Faribault, tua les tables à Montréal. Et croyez-vous qu'elles sont encore populaires aujourd'hui à Montréal, en dépit de ce mandement? Je crois. Il y a des résurgences de temps à autre on m'a dit que vers 1920-25, il y a eu une espèce de reprise de cette vogue. Hein. Et d'ailleurs, le successeur de Monseigneur Bourget, Monseigneur Fabre, parle à maintes reprises dans ses mandements de ces résurgences, de ces résurrections, de ce phénomène spirit. Frère Sylvain, je vous remercie beaucoup.